Probablement en nombre, oui, en nombre ce matin donc, et qui témoigne de l'intérêt que vous portez aux travaux de notre commission. La décision de constituer cette commission d'enquête a été prise très tôt, puisqu'elle a été envisagée dès le 19 mars par la conférence des présidents, mais elle n'a été mise en place que fin juin, alors que le pays semblait connaître une forme de répit dans la crise. Pour revenir brièvement sur la genèse et l'état d'esprit qui ont présidé nos travaux, il est évident que nous avons ressenti de la stupeur, que nous avons ressenti beaucoup d'incompréhension et même de la colère devant l'état manifeste d'impréparation du pays face à l'épidémie du Covid-19. Sidérés par la violence de l'épidémie et l'alourdissement inexorable du bilan humain, nous avons ressenti une forme de blessure d'amour-propre collective. La Commission a consacré ses travaux au volet sanitaire. Il y aurait bien sûr beaucoup de choses à dire sur l'école, sur la culture, ou encore sur l'effondrement sans précédent de notre économie, mais la feuille de route tracée par la proposition de résolution déposée par le président Larcher était claire et ciblait précisément la gestion de la crise sanitaire. Notre travail a été ardu pour une raison très simple. Cette crise n'est pas terminée. Le virus est toujours là. Les connaissances sur le virus ont beaucoup évolué et très récemment, alors que nous achevions nos travaux, les annonces sur les vaccins se sont multipliées. Edgar Morin évoquait le risque de juger le passé au tribunal du présent. L'ambition de cette commission d'enquête n'est pas de réécrire l'histoire, ni d'écrire le passé à la lumière des connaissances du présent, avec le risque d'être démenti par l'avenir. La mission de cette commission n'est pas non plus de rechercher des responsabilités individuelles. C'est le rôle, s'il y a lieu, de la justice, dont le travail et les missions sont d'une autre nature. Toutefois, nous devions à nos concitoyens l'établissement précis des faits et de la séquence des décisions prises. Clemenceau a dit « on ment beaucoup avant les élections, beaucoup pendant la guerre et beaucoup après la chasse ». Fort heureusement, notre commission réfute la métaphore guerrière, fort heureusement pour certains, notre commission réfute la métaphore guerrière sur la gestion de cette épidémie. Nous n'avons pas fait la guerre au virus, mais tenté de contenir une épidémie. Nous tentons d'évaluer les politiques publiques conduites à cette occasion. Sans anticiper les constats des rapporteurs, je ferai 2 remarques. J'ai été frappé à titre personnel par ce que j'ai appelé la génération spontanée de spécialistes en tout genre s'exprimant dans les médias et désireux de guider la pensée publique. J'en ai encore constaté hier soir à la lecture du site du journal Le Monde, 20 minutes avant la levée du secret qui s'attachait à nos travaux, combien il était difficile de résister à la tentation du quart d'heure de célébrité, même, et c'est un comble, lorsqu'il est anonyme. Seconde remarque, cette crise a conforté une crise larvée de la santé et de l'hôpital, victime depuis des années d'une orthodoxie financière votée par le Parlement, crise de la médecine de ville et de l'hôpital dont il faudra tenir compte dans l'avenir. Formation pluridisciplinaire des personnels hospitaliers, reconnaissance financière du travail fourni, amélioration des relations publiques-privées, relations qui, pendant la deuxième vague, a été largement saluée, repenser le système de direction des établissements publics, repenser l'évolution des carrières des personnels hospitaliers, repenser le financement de la sécurité sociale en respectant le grand principe de nos anciens, on paye selon ses moyens, on reçoit selon ses besoins. Dans cette crise, les professionnels de santé, malgré la marginalisation des professionnels de ville, auront été exemplaires, alors que pendant des années précédant celle-ci, les gouvernements ont ignoré superbement leurs cris de désespoir. Mais ceci
nous entraîne bien au-delà de nos travaux d'aujourd'hui. Je cède donc sans plus attendre la parole à nos rapporteurs pour qu'ils vous présentent les conclusions de leurs travaux. Leur tâche est difficile. Ce rapport sur la crise du Covid, chacun a le sien en tête, tant chacun d'entre nous est marqué par cette crise. Certains l'ont vécu comme soignants, d'autres comme patients, d'autres comme élus, tous comme citoyens. Donc, je vais passer la parole au rapporteur. Avant, je voudrais dire à tous ceux qui voudraient, à la suite de la prise de parole des rapporteurs, prendre la parole, de bien vouloir s'inscrire sur le chat. Pas sur le chat, mais sur le chat. Madame Vermeillet, je vous laisse la parole, la première. Merci, Monsieur le Président. À l'heure d'un tel examen, et bien que les événements surgis brusquement au cours de cette année appellent d'abord de notre part la prudence et l'humilité, c'est en conscience que nous portons le constat d'une réaction tardive de nos responsables politiques et d'une impréparation manifeste de notre système de soins à l'endiguement de l'épidémie. Les actions engagées par le ministère de la Santé, désigné dans un premier temps comme gestionnaire de crise, ont connu jusqu'au mois de mars un séquençage peu adéquat où la lenteur des transmissions d'informations le dispute à l'agenda politique que l'exécutif entendait alors conduire. Alors que le virus entame dès la fin de décembre 2019 sa diffusion à bas bruit et que la ministre de la Santé de l'époque, Madame Agnès Buzyn, fait alors part à son directeur général de la Santé de ses premières inquiétudes, ces avertissements ne rencontrent aucun écho tout au long du mois de janvier en raison d'une préoccupation limitée des acteurs internationaux et nationaux. L'Organisation mondiale de la santé, dont la médiation entre États souverains en matière de santé publique internationale était alors fortement attendue, semble avoir différé de plusieurs jours la déclaration du 30 janvier par laquelle elle mettait enfin le monde en alerte contre le risque pandémique. Le mois de février, qu'un scénario idéal aurait dû consacrer à la mise en branle de notre système de soins face à un phénomène dont nous connaissions alors le risque sans encore en déplorer les effets, n'a été une occasion perdue. Les signaux émanant de nos voisins se multipliaient, nous menions des luttes contre nos premiers clusters et alors que le Grand Est adressait à l'Élysée les premières détresses face à l'incursion brutale et massive du virus sur son territoire, la France, sur l'invitation expresse du chef de l'État, maintenait ses sorties et ses loisirs, se préparait au premier tour des élections municipales. Marqué par un changement soudain de ministre de la Santé, choix dont l'opportunité peut être a posteriori fortement discutée, ce mois de février n'a donc permis qu'une préparation par à-coups de notre système de soins. Fortement empreint de l'expérience d'Ebola, le ministère a initialement structuré sa réponse sur la prise en charge de tous les patients classés cas possible en établissement de santé habilité Covid-19 et sur l'organisation d'une filière de soins excluant les professionnels de ville. Bien qu'il faille nuancer la critique historique d'une organisation sanitaire bâtie dans l'urgence et dans l'incertitude, nous nous trouvons tout de même en droit de questionner la décision d'un ministre qui, informé du caractère potentiellement épidémique de la crise et conscient d'emblée que le soin de ville devra y prendre sa part, choisit délibérément de concentrer les moyens, notamment les équipements de protection individuelle, sur la seule filière hospitalière. C'est de ce choix premier, engagé alors que le risque pandémique est désormais connu, qu'a découlé l'embolisation de nos hôpitaux et la nécessité, le 15 mars, de recourir au confinement. Donc, je vais poursuivre en expliquant une partie du rapport qui prend une place importante avec un nombre de pages non négligeables et qui concerne les masques. Et alors, il y a beaucoup de choses dans le rapport, mais pourquoi nous avons passé beaucoup de temps sur les masques? Parce que ça
Ça traduit, et c'est le symbole qui restera en effet de l'état d'impréparation du pays. Et chacun garde en mémoire les images de ces soignants dramatiquement dépourvus d'équipements de protection, que ce soit dans les établissements, mais aussi, on l'a vu, dans les maisons de retraite ou d'autres professionnels. Donc nous avons voulu savoir comment l'État en était arrivé à ce manque d'équipements de protection individuelle. Et en fait, ce fiasco des masques, qui repose sur 3 éléments que je vais essayer de vous présenter assez rapidement. Premièrement, la France s'est retrouvée sans masques FFP2, donc qui sont destinés aux soignants pendant une grande partie de la crise, alors qu'en 2011, les stocks en contenaient 700 millions. Les autorités sanitaires et politiques ont indiqué cesser de renouveler le stock en raison d'un avis du Haut Conseil de la santé publique de 2011 qui circonscrivait l'usage de ce masque FFP2, mais aussi d'une doctrine de 2013 qui confie aux employeurs le soin de protéger leurs salariés. Mais dans notre rapport, on a vu qu'en aucun cas les 2 documents ne pouvaient être compris comme recommandant l'abandon du stock stratégique, qui est de la responsabilité de l'État. Il est même écrit noir sur blanc dans l'avis du Haut Conseil de santé publique que le stock stratégique doit continuer de contenir des masques chirurgicaux, mais aussi les masques FFP2. Et ces explications très contestables dissimulent mal le fait que d'autres préoccupations ont visiblement présidé au choix de ne pas commander de masques FFP2, comme des impératifs budgétaires ou une peur d'en faire trop. Deuxièmement, la chute brutale du stock de masques chirurgicaux est encore plus édifiante. Lorsque la Direction générale de la santé a été informée en octobre 2018 que 613 millions de masques étaient en fait non conformes, puisqu'il y avait une nouvelle norme qui avait été introduite en 2014, il a pris 2 décisions dont la combinaison peut paraître en effet alarmante. Il a donné l'ordre de les détruire, mais il a demandé de racheter à peine 100 millions de masques, alors que 613 millions avaient été détruits. Donc, sans surprise, fin 2019, juste avant le début de l'épidémie en France, les stocks étaient donc quasi vides, puisque seuls 100 millions d'unités y figuraient. Alors, le DGS nous a dit, le directeur général de la santé nous a dit avoir fait le choix de commander peu de masques, car il souhaitait mettre en place un stock tournant. Or, là encore, la réponse n'est pas convaincante, parce que les réflexions n'étaient pas abouties sur ce sujet. Et d'autre part, la ministre Agnès Buzyn et son directeur de cabinet nous ont indiqué n'avoir jamais été informés que 613 millions de masques venaient d'être déclarés non conformes et que la protection sanitaire du pays dépendrait dorénavant d'un stock tournant impliquant de moindres acquisitions. Donc, on a en fait affaibli l'état de préparation du pays, mais sans en référer, selon notre rapport, à quiconque. Et concrètement, il a donc été décidé, subitement, unilatéralement, sans en référer au pouvoir politique, que le pays ne pourrait plus compter sur un stock massif de masques, et ce, sans même avoir vérifié, surtout, que les capacités d'approvisionnement permettaient de prendre rapidement le relais en cas de crise. Un autre élément laisse penser, par ailleurs, que la décision de 2018 n'était en réalité pas tant assumée que cela, puisque vous le lirez dans le rapport, et nous avons joint en annexe les documents que nous avions reçus dans le cadre des contributions qui nous sont données, le DGS est en effet intervenu directement pour obtenir la modification de la recommandation du rapport d'experts qui concernait la constitution de stocks stratégiques et qui contredisait la décision qu'il venait de prendre. La version accessible au grand public a donc été modifiée par rapport à la version initiale du rapport, bien que Santé publique France ait alerté le directeur général de la santé sur le fait que cela contrevenait à la charte de l'expertise et que cela nuisait à l'indépendance scientifique de l'agence. Donc le rapport analyse précisément les citations des courriels à l'appui, et tout cela y figure, et nous l'avons découvert lorsque nous avons lu toutes les contributions qui nous ont été données. Troisièmement, le gouvernement a sciemment dissimulé la pénurie de masques. Il avait en effet une parfaite connaissance de la situation dramatique et de sa responsabilité en la matière. Par exemple, dès le 13 mars, la Direction générale de la santé a reçu donc avant le confinement une note qui indiquait noir sur blanc que la France était confrontée à une pénurie d'équipements de protection individuelle. Un autre exemple, c'est une note alarmante du début février, indique que les hôpitaux du Grand Est
et des Hauts-de-France disposent d'un trop faible stock de masques et que les professionnels libéraux n'en ont pas. On voit d'ailleurs combien l'application de la doctrine de 2013, qui désignait chacun comme responsable des masques dans son établissement, n'avait fait l'objet d'aucun contrôle de l'État. Il est par ailleurs révélateur que le gouvernement ait lié les difficultés rencontrées en matière de masques à une décision prise en 2011, alors qu'en fait, l'absence de masques chirurgicaux vient d'une décision de 2018. Nous avons donc une proposition qui est celle que les stocks soient constitués au niveau local, dans les hôpitaux, chez les libéraux et même dans les ménages, qui pourraient être, par exemple, remboursés. Mais nous préconisons également qu'un contrôle et un suivi régulier de la qualité des stocks soient désormais effectués. Mais face à la pénurie, l'État fait feu de tout bois, mais il était trop tard. Son impréparation, son absence d'anticipation ont eu pour conséquence que les soldats de première ligne se sont retrouvés largement sous-équipés durant de longues semaines. Le gouvernement a d'abord décrété une réquisition qui s'est révélée non seulement inutile, mais également contre-productive, puisqu'elle n'a pas permis de collecter beaucoup de masques et elle a en plus désorganisé les chaînes d'approvisionnement et tendu les relations entre l'État et les collectivités locales. Le pilotage de cette réquisition est l'exemple typique de la cacophonie au sommet de l'État. Le ministère de la Santé s'est défaussé sur le ministère de l'Intérieur, puisque les préfets étaient impliqués. Le ministère de l'Intérieur a renvoyé au ministère de la Santé, puisque les agences régionales de santé étaient impliquées. L'État a ensuite massivement acheté des masques sur un marché international en grande tension. Il faut saluer en effet le travail des équipes en charge de ces achats, de toute la logistique. Au 15 juin, 4 milliards de masques ont été achetés pour 2,8 milliards d'euros. Or, ces masques n'arrivaient pas du jour au lendemain, mais au bout de plusieurs semaines. Ce qui fait que les soignants ont donc été démunis pendant un très long moment, d'autant que la qualité de nombre de ces masques laissait à désirer. Par ailleurs, l'État les a payés à prix d'or, jusqu'à 30 fois le prix habituel. Il faut noter que si la DGS avait fait le choix en octobre 2018 de reconstituer les stocks à hauteur d'1 milliard d'unités, ce qui était conseillé, le coût budgétaire aurait été de 27 millions d'euros contre 450 millions d'euros durant la crise. Nous tenons également à saluer l'engagement de nombreuses collectivités territoriales qui ont, par leurs commandes, tenté autant que possible de pallier les carences. Enfin, il faut souligner la situation des producteurs français de masques grand public en tissu qui se sont fortement mobilisés durant la crise à la demande du gouvernement afin de réorienter leur production vers ces produits. Or, aujourd'hui, leur stock d'invendus s'accumule et après les avoir incités à s'engager dans cette voie, le gouvernement ne saurait se détourner d'eux aujourd'hui, c'est ce que nous lui demandons. Voilà pour les masques. Il y a aussi dans le rapport des choses qui concernent les tests, qui concernent beaucoup d'autres éléments. Mais ces masques, c'est vraiment un symbole fort de ce qui a pu être les défaillances de l'État en la matière. Bonjour à toutes et à tous. Je voudrais juste en introduction remercier le président de notre commission et mes collègues avec lesquels nous avons effectué un travail collectif. Et c'est peu dire que ce rapport est le fruit d'un travail fouillé auquel nous avons procédé durant ces 6 mois avec la volonté commune que nous avions simplement d'exposer les faits, parce que nous sommes des élus, des parlementaires, et nous devons simplement la réalité des faits à nos concitoyens. Nous sommes dans une fonction de contrôle de l'exécutif qui nous est confiée par la Constitution, rappelons-le, et donc nous exerçons là une mission que nous avons tenté de remplir au mieux, mais ça, ce n'est pas nous qui en sommes juges. En complément de ce que mes collègues Sylvie Vermeillet et Catherine Deroche vous ont exposé, nous avons bien évidemment travaillé sur la question de la gouvernance pour analyser comment cette crise avait été abordée. Nous avons intitulé notre rapport « Santé publique pour un nouveau départ » et ça indique bien, au fond, quelle est la difficulté première à laquelle notre pays a fait face. Les observateurs de notre système de santé en connaissent bien les caractéristiques. Un système de soins qui a été construit au cours des dernières décennies avec une certaine efficacité, puisque nous avons un système de soins qui, malgré ses difficultés, est reconnu dans le monde entier, mais un système de santé publique qui, lui, est encore, on va dire, très balbutiant.
Les failles sont repérées et là, elles se sont révélées avoir des conséquences sérieuses. D'abord, un hospitalo-centrisme excessif. Et ce n'est pas faire injure à l'hôpital, qui est au cœur de notre système de soins et qui, d'ailleurs, était en difficulté avant la crise. Il était au cœur des débats pour sa difficulté de plus en plus grande à remplir les missions que nous lui assignons. Mais cet hospitalocentrisme a produit une mise à l'écart des professionnels de ville, du système de soins ambulatoires, qui a été délétère pendant tout le printemps et pendant toute la première partie de la crise. L'hôpital fragilisé mais résilient, et nous le notons dans notre rapport, c'est grâce à la mobilisation exceptionnelle des personnels de ces hôpitaux, la capacité à franchir les contraintes et budgétaires pendant le pic épidémique du printemps, que nos concitoyens ont pu être soignés. Et puis l'inattention au secteur médico-social, 17 ans après la canicule de 2003, qui a fait un nombre de victimes extrêmement élevé parmi nos personnes âgées. De nouveau, les EHPAD, de nouveau, les personnes âgées qui vivent seules au domicile, de nouveau, les populations les plus vulnérables n'ont pas obtenu la réponse qu'elles auraient dû avoir. Alors, dans cette réponse, Sylvie Vermeillet a rappelé qu'il y avait eu un retard à l'allumage entre les alertes d'Agnès Buzyn et la mise en route, on va dire, de l'ensemble de l'appareil d'État pour répondre à la pandémie. Le gouvernement et le chef de l'État ont choisi, dans un panorama de gouvernance sanitaire assez éclaté, de multiplier les instances ad hoc. Et nous sommes convaincus que cette multiplication d'instances ad hoc, à la légitimité fragile, a compromis non seulement la qualité de la réponse, mais in fine le lien de confiance aussi avec les Français qui ont eu du mal à percevoir comment cette crise était gérée, comment les décisions étaient prises. Et comme nous le notons dans notre rapport, dans le même temps, les instances de démocratie sanitaire ont simplement été écartées. La Conférence nationale de santé n'a pas été consultée et dans les territoires, les conférences régionales de la santé et de l'autonomie, les conseils territoriaux de santé n'ont pas été sollicités. Alors, nous souhaitons proposer un nouveau départ en termes de santé publique qui s'appuierait sur une gouvernance permettant une meilleure anticipation et d'abord et avant tout, améliorer le lien entre l'analyse scientifique, les questions scientifiques et la décision politique. Il fait consensus, bien sûr, que c'est aux politiques, c'est au pouvoir politique de prendre les décisions et que les instances scientifiques sont là, par contre, pour l'éclairer, pour lui apporter toutes les expertises nécessaires. Nous souhaitons donc réintroduire de la cohérence dans l'expertise scientifique pour en renforcer la lisibilité. Nous proposons donc de créer une instance nationale d'expertise scientifique indépendante et donc non plus un conseil ad hoc qui ne se superposerait pas aux instances sanitaires existantes et qui dépasserait d'ailleurs la question d'une crise sanitaire comme on vient de la connaître, mais qui pourrait permettre de conseiller le gouvernement et les responsables politiques en cas d'événements nécessitant une expertise scientifique, que ce soit une crise de maladie infectieuse, comme on vient de la connaître, une crise de santé environnementale, une crise de nature industrielle ayant des conséquences pour la santé. Par ailleurs, face à ce qu'on a constaté, donc d'un ensemble de silos que nous connaissons bien dans notre pays, nous avons souhaité non pas créer un nouveau silo, par exemple un nouveau ministère, mais plutôt mettre de l'horizontalité, de la transversalité. Et ça, c'est le pilotage interministériel de la crise qui serait mieux à même de répondre à cette nécessité. Et un délégué interministériel à la préparation, à la réponse aux urgences sanitaires et à ces crises nous paraîtrait permettre de combler ce manque auquel nous avons assisté lors du printemps, de l'été, et auquel nous assistons encore dans la gestion de la crise sanitaire. Nous faisons le constat que l'Agence nationale de santé publique n'a pas rempli de façon efficace son rôle. Mais ce n'est pas en la morcelant et en extrayant
de l'Agence de santé publique une nouvelle agence qui, de nouveau, un nouvel EPRUS qui serait chargé des réponses sanitaires, que nous apporterions une réponse adéquate. Et d'ailleurs, il faut noter que l'EPRUS, quand elle existait, a vu ses moyens fondre bien avant son insertion dans l'Agence nationale de santé publique. Le temps n'est pas au morcellement, encore une fois, il est à ce que l'Agence de santé publique soit dotée suffisamment pour qu'elle puisse accomplir ses missions. Et il est tout aussi important que les responsabilités entre l'Agence nationale de santé publique et sa tutelle, le ministère de la Santé, soient clarifiées. Dans cet événement des masques dont Catherine Deroche vient de faire le récit détaillé, on voit bien, et un journal l'a mentionné dès hier soir, comme l'a rappelé le président Milon, qu'il y a eu intervention directe du directeur général de la santé sur l'Agence nationale de santé publique. Et d'ailleurs, contrairement à ce que rapporte le même journal, le rapport a bien été modifié, nous en avons la preuve, et donc ça n'était pas qu'une tentative de modification, mais cet épisode extrêmement malheureux dit bien l'insatisfaction, on va dire, des rapports actuels entre Santé publique France et sa tutelle. C'est une tutelle qui est insuffisamment stratégique, et donc nous plaidons pour qu'il y ait une programmation pluriannuelle qui fixe les cibles, par exemple, de stock stratégique de pays pour Santé publique France, qui passe par le délégué interministériel et, oui, qui soit validé par le ministre et non pas une ingérence permanente. Enfin, nous ne préconisons pas la suppression des agences régionales de santé. Certes, la création des nouvelles régions a éloigné un certain nombre d'ARS du terrain. Et oui, il faut avoir une gestion plus proche du terrain, il faut faire plus confiance aux élus locaux, aux associations locales, aux soignants locaux, qu'ils soient de ville, qu'ils soient publics, face à une telle crise, et non pas les écarter dans une attitude extrêmement verticale et centralisée. Mais donc, nous préconisons que l'échelon départemental des agences régionales de santé soit renforcé et non pas cette concentration à laquelle nous assistons au niveau régional. Et à cette condition, il nous semble qu'un lien meilleur serait fait avec les territoires, avec les acteurs locaux, et que leur mobilisation serait facilitée. Et enfin, pour terminer, oui, la démocratie sanitaire est un acteur majeur d'une telle crise, et c'est au premier jour d'une telle crise que les acteurs de la démocratie sanitaire doivent être mobilisés. La Conférence nationale de santé aurait dû être mobilisée, et elle devrait animer d'ailleurs un travail citoyen, c'est ce que nous proposons en cas de crise, pour que une pandémie ne soit pas l'apanage de la réponse d'un chef de l'État s'appuyant sur un conseil de défense dont les comptes rendus des travaux ne sont pas publics, ils font seulement l'objet d'une communication, mais que la gestion d'une telle pandémie fasse bien appel à l'ensemble de la population et des acteurs de santé de notre pays. Bien. Oui, merci. Avant de passer la parole à ceux qui le souhaitent au niveau des journalistes, pour l'instant, on en a. Juste, en résumant en 3 ou 4 mots ce qui a été dit, l'impréparation pour Mme Vermeillet, la nécessité de masques en nombre suffisant pour Mme Deroche, et la nécessité de respecter la réactivité et la liberté d'organisation des collectivités territoriales et des acteurs de santé, qu'ils soient publics ou privés. Qui veut prendre la parole pour interroger nos rapporteurs? C'est que vous avez tout compris. Je n'en suis pas étonné, mais quand même. Pardon? Dites-moi plus fort. Public Sénat? Alors, monsieur François, je ne sais pas comment, de Public Sénat, souhaite nous interroger. On lui laisse volontiers la parole. Vous m'entendez, non? Oui, très bien. On vous entend bien. Est-ce que vous pourriez nous préciser les relations entre la DGS et
Santé publique France, on n'a pas très bien compris. Dans le cadre de ce qui a été dit dans le Monde d'hier, etc. Oui. Alors, en fait, la Santé publique France avait demandé un rapport En août 2018. en août 2018, un rapport sur les stocks stratégiques des masques. Et lorsque ce rapport a été apporté à Santé publique France et par cet expert indépendant qu'est le professeur Stahl de Grenoble, à la lecture du rapport qui recommandait, c'est très sémantique, hein, qui recommandait un stock de masques d'1 milliard, hein, c'est calculé en nombre de millions nécessaires de boîtes de 50 masques. La Direction générale de la santé a lu le rapport et a souhaité qu'en effet, ce ne soit pas une notion de stock qui soit donnée, mais plutôt, au fil des mails que l'on a vus en échange, plutôt une notion de besoin. Alors, ça peut paraître la même chose, mais non, ce n'est pas la même chose, parce que le stock, c'est vraiment ce qui doit être en stock. Le besoin, c'est quelque chose dont on sait qu'on peut éventuellement peut-être l'adapter lorsque quelque chose survient. Le problème dans cette crise, c'est que donc le rapport final, et vous le verrez dans le rapport, puisqu'on a tout retranscrit, les mails et les deux versions, notamment la version initiale et la version retenue par Santé publique France. Le rapport initial était de stock et c'est devenu du besoin, mais le besoin, lorsque la crise est arrivée, il n'a pas été pris en compte et surtout, il a été incapable de répondre aux besoins parce que la commande avait été très faible antérieurement. Et lorsqu'il y a eu une réactivité de la France pour commander les stocks, on s'est retrouvé en effet dans le contexte international d'un besoin multiplié. En plus, beaucoup des masques étaient faits à Wuhan, donc dans un secteur qui lui-même était fermé. Et c'est là où ce manque de réactivité et cette dissimulation de l'état des stocks au gouvernement a montré l'impact considérable que cela a eu sur la première partie de la crise sanitaire. Il est bien évident que si nous étions restés avec un stock de masques beaucoup plus important qu'il n'était au début de l'année 2020, la phase du début de la pandémie aurait été bien différente. On a tous vu ces soignants qui n'étaient pas équipés, ces EHPAD qui n'étaient pas équipés. Donc tout le monde a bricolé des systèmes, mais ça donnait d'abord une image, à mes yeux, désastreuse de ce que peut être un système de soins et un système même de santé publique. Mais surtout, ça a eu des conséquences importantes, parce que bien sûr, le masque n'est pas tout. On sait bien que ce n'est pas la protection exclusive du virus. Mais néanmoins, le masque était important et surtout rassurait aussi les professionnels qui étaient au contact. Donc, le rapport qui avait été demandé à Santé publique France et la Direction générale de la santé et la tutelle de Santé publique France, le rapport portait sur les contre-mesures médicales, mais pas simplement que sur les masques. Hein. Donc, la Direction générale de la santé et la tutelle de Santé publique France qui étaient destinataires du rapport. La modification qui a été formulée par le DGS, elle est importante parce qu'en fait, il était mis la nécessité, l'accent sur un stock massif. Or, lui, il avait fait le choix, le DGS, de plutôt avoir un stock très faible, mais le rapport Stahl, lorsqu'il est arrivé, mettait en défaut ce qui était sa propre stratégie. Donc, à notre sens, il a souhaité en effet modifier les termes du rapport d'experts, de façon à ne pas être contredit dans la stratégie que lui-même avait choisie. Madame Vermeillet complète. Oui, je souhaite apporter un complément sur ces relations entre Santé publique France et la Direction générale de la santé. Donc effectivement, le 26 septembre 2018, le DG de Santé publique France fait état de la non-conformité de au moins 60% des masques chirurgicaux. Il reprécise le 3 octobre 2018 qu'il y a sur les 613 millions de masques chirurgicaux sont non conformes, ce qui était acquis entre 2003 et 2005.
et que le stock n'est plus que de 99 millions de masques, et que sur ces 99 millions, 63 millions vont être périmés fin 2019, et qu'il n'y a plus de masques FFP2. C'est donc le 30 octobre que le directeur général de la Santé va demander à commander d'abord 50 millions de masques, plus 50 millions par la suite, si le budget le permet. Donc là, on est le 30 octobre 2018. Et ce que je trouve tout de même troublant, c'est que nous avons auditionné Agnès Buzyn le 23 septembre 2020. Elle nous dit à l'occasion de cette audition qu'elle va être alertée par un blog anglo-saxon le 25 décembre 2019 sur cette affaire de Covid, et elle a l'intuition que cela sera grave. Elle fait d'ailleurs un mail à cette occasion au directeur général de la Santé. À cette époque, le directeur général de la Santé, il sait qu'il n'y a que 100 millions de masques. Elle, la ministre de la Santé, elle nous détaille à l'occasion de l'audition, jour après jour, tout ce qu'elle va mettre en œuvre pour préparer le pays. C'est le 21 janvier qu'Agnès Buzyn demande quel est l'état des stocks de masques. Elle se pose la question le 21 janvier. Je pense que Jérôme Salomon aurait pu lui répondre tout de suite. Il le savait depuis un moment, quel était l'état des masques. Et c'est Santé publique France qui répond à la ministre le 24 janvier et qui, sans surprise, dit « Nous avons 99 millions de masques et 0 FFP2 ». Ce que je trouve troublant, c'est que pendant un mois, le directeur général de la Santé, qui était au courant du stock, n'a pas agi. Si on avait remis en commande les masques tout de suite, dès la première intuition de la ministre, je pense que les choses se seraient passées autrement. Merci. Monsieur Olivier Monod de Libération souhaite poser une question. Une ou plusieurs. Bonjour, Olivier Monod à Libération. Ma question est pour Bernard Jomier. Je n'ai pas exactement compris par quoi le rapport propose de remplacer le conseil scientifique ad hoc qui a été monté. Vous parlez d'une instance de conseil scientifique plus large placée auprès du gouvernement. Est-ce que vous pouvez le détailler, s'il vous plaît? Monsieur Jomier. Oui, on voit bien dans cette crise qu'il y a une difficulté d'articulation entre le scientifique et le politique. Comme vous le savez, c'est une question qui se pose dans tous les pays. Dans le modèle américain, nord-américain, au Canada ou aux USA, il y a un conseiller scientifique. D'ailleurs, celui du président Trump a acquis une certaine célébrité. Il y en a aussi un en Suède, plus proche de nous, sur le continent européen. Et puis, dans d'autres pays, il y a une instance scientifique plus collégiale. Et nous n'avons pas ce dispositif en France. Alors, les agences sanitaires ont une expertise scientifique, mais il y a un certain effet de morcellement tout de même. Et d'ailleurs, à l'entrée dans la crise, le chef de l'État, il faut lui en donner acte, a ressenti ce manque-là, a ressenti qu'il y avait là un trou dans la raquette, pour parler trivialement. Et donc, nous pensons, parce que la réponse qu'il a apportée, de fait, est une réponse en pleine crise, de désigner lui-même un président du conseil scientifique qui, quelles que soient ses qualités, elles sont très grandes et il est une personnalité très respectable, mais sa légitimité ne procède plus que du chef de l'État lui-même. Alors, on atteint un niveau de centralisation dans notre République, on a déjà pointé la verticalité totale de la gestion de cette crise, qui pose problème parce que ça ne renforce pas le lien de confiance avec les Français. On le voit bien aujourd'hui, où la stratégie vaccinale se discute. Cette question, elle est première et elle est fondamentale. C'est toute une société qui fait face à une épidémie. Encore une fois, ce n'est pas quelques dirigeants politiques. Et quand toute une société fait face, il faut la mobiliser. Il faut qu'elle ait confiance. Et les conditions de la confiance, c'est que les messages soient, on en connaisse leur mode d'élaboration, que la légitimité soit élargie. Alors, bien sûr, le conseil scientifique a été validé dans un second temps par le Parlement. Mais il nous semble qu'il serait préférable que dans notre pays existe une instance nationale d'expertise scientifique qui puisse travailler à chaque fois qu'un problème se pose, et pas seulement en cas d'événements dramatiques comme celui-ci, une pandémie massive, mais
vous savez, en matière d'environnement, les événements à fondement scientifique ayant un impact sur notre santé et sur notre système social et notre organisation risquent de se multiplier dans les années à venir. Eh bien, là encore, nous ne proposons pas une réponse en silo. Ce n'est pas parce qu'on a eu une crise due à un coronavirus, une maladie respiratoire qui touchait les personnes âgées qu'il faut avoir une réponse trop ciblée, mais nous proposons une instance scientifique nationale d'expertise qui évidemment serait créée par le Parlement, par la loi, qui serait indépendante, qui pourrait s'autosaisir, qui pourrait être saisie par l'exécutif et lui apporter son éclairage quand une décision politique est à prendre qui a une base scientifique. Voilà, donc ça nous paraît beaucoup mieux que... Et je note juste que le gouvernement, le chef de l'État a créé une multitude d'instances. Le Conseil scientifique, mais aussi le CAIR, qui est présidé par une autre personnalité éminente, Françoise Barré-Sinoussi, prix Nobel de médecine, et puis un comité sur les vaccins, qui d'ailleurs maintenant a un autre comité qui se rajoute par-dessus. Donc la création de cette instance serait beaucoup plus cohérente. Évidemment, elle devrait associer la société civile. Rappelez-vous d'ailleurs qu'au mois d'avril, Jean-François Delfraissy, le président du Conseil scientifique, a fait cette proposition au chef de l'État et qu'à ce moment-là, elle a été malheureusement écartée. Eh bien, c'est pourtant ce type d'instance qu'il faut mettre en place, indépendante, travaillant dans la durée, avec une consultation des sociétés savantes, des agences sanitaires, de la société civile. À notre sens, ce serait une réponse de bien meilleure qualité. Madame de Roche. Oui, pour corroborer ce que vient de dire Bernard Jomier, concernant le conseil scientifique, et sans avoir l'idée quelconque de remettre en cause, bien sûr, la qualité des personnes qui le composaient, on a bien vu d'abord, ils ont été créés relativement tardivement par rapport au début de l'épidémie, mais lorsqu'on a auditionné le professeur Delfraissy qui préside ce conseil scientifique, il y a deux points qui peuvent paraître anecdotiques, mais qui traduisent bien un peu ce qu'était le conseil scientifique. C'est lorsqu'on lui a posé la question pourquoi, fin janvier, la ministre de la Santé déclare sur le perron de l'Élysée qu'il y a très peu de risques que le virus arrive en France. On lui a dit, mais est-ce que c'était votre sentiment à cette époque-là? Il a dit non, pas à cette date-là. Moi, c'est mi-février, après une réunion à l'OMS, en effet, je me suis dit qu'il y avait quelque chose. Ce qui montre bien qu'il est arrivé pas forcément très préparé à la mission qui lui était confiée. Et lorsqu'en plus, on lui a demandé comment ses avis étaient formulés, on a bien vu que un peu sur les masques, mais par exemple beaucoup sur les tests, les communications et les conseils que le conseil scientifique donnait au gouvernement, bon, ça peut peut-être s'expliquer, tenaient compte de cette pénurie. Pourquoi le conseil scientifique ne recommandait pas de tester en masse? Parce qu'il savait que nous n'avions pas de tests. Pourquoi il n'a pas été très, très offensif sur les masques et l'usage du masque? Parce qu'il savait qu'il n'y avait pas de masque. Donc ça rejoint l'idée que l'on a, que ce conseil qui a été un peu monté comme ça au pied levé n'était pas forcément bien adapté à la situation. Merci. Madame Hélène Delmotte de Réseau Hôpital souhaite poser ses questions. Bonjour à tous, merci beaucoup. Bonjour. Je souhaitais avoir votre avis sur le rôle qu'ont pu jouer les groupements hospitaliers de territoire dans la gestion de la crise sanitaire. Est-ce qu'ils ont facilité peut-être les relations entre les hôpitaux ou associé des acteurs médico-sociaux? C'est un petit peu l'objectif. Donc, est-ce que vous êtes penchée sur cette question? Madame de Roche. Sur les groupements hospitaliers de territoire, on ne s'est pas vraiment penché sur le rôle qu'ils ont. Ce que l'on sait, néanmoins, c'est que c'était les groupements hospitaliers de territoire qui étaient chargés de gérer les équipements de protection individuelle sur les territoires et eux qui décidaient la répartition des équipements de protection individuelle entre les soignants. Ça a été évoqué notamment par la Fédération de l'hospitalisation privée qui ne comprenait pas pourquoi c'était forcément un groupement hospitalier de territoire qui est par définition public qui était chargé de cela. Non, ce que l'on a vu, c'est qu'il y a eu une coopération qui s'est faite entre le public, entre le privé, avec un peu un retard à l'allumage, si je puis dire, au tout début de réquisition, si je puis dire, de lits ou de personnel du privé ou de collaboration. Au fil des jours, ça s'est fait plutôt bien, même s'il y a encore des exemples où ça ne s'est pas fait, mais ça s'est fait plutôt bien.
Le médico-social, et vous le verrez dans le rapport, a quand même été assez oublié dans la gestion de cette pandémie. Mais non, ce que l'on dit sur les GHT tient exclusivement, en effet, à l'organisation de la distribution des équipements. Madame Caroline Coq-Chordogne de Mediapart peut prendre la parole. Je suis étonné que Mediapart soit en panne. Excusez-moi, vous m'entendez? Oui, très bien. Pardon, j'ai eu un problème avec mon téléphone. J'ai 2 questions. La première, est-ce que vous pourriez en dire un petit peu plus sur parler d'un abandon, une nouvelle fois, du médico-social? Qu'est-ce qui ressort de vos auditions de ce point de vue-là? Et mon autre question, c'est sur le poids des restrictions budgétaires ces dernières années. Vous avez parlé de l'hôpital, mais les Prus, par exemple, jusqu'à sa fusion dans Santé Publique France, a été considérablement affaiblie dans ses budgets. Et Santé Publique France ensuite également. Les ARS aussi ont eu des suppressions d'effectifs. Ça explique aussi pourquoi les directions territoriales ont été affaiblies. Et je me permets de souligner que le Parlement vote le PLFSS, c'est donc les restrictions budgétaires. Oui, juste une précision. Si j'ai du son, oui. Le budget de l'EPRUS, ce n'est pas le PLFSS, mais le PLF. Qui répond à la question de Madame Vermeillet? Oui, une précision sur le médico-social. À la faveur de l'audition de l'ancienne ARS du Grand Est, Christophe Lannelongue, qui nous dit que jusqu'au 20 mars, les EHPAD ne sont absolument pas dans le radar des ARS et que les ARS sont absolument sourds et aveugles par rapport aux EHPAD parce que les ARS n'avaient aucun système d'information concernant les EHPAD. Ce sont des choses qui vont se mettre en place à l'issue du 20 mars, mais il y a une espèce de désarroi avant cette date qui fait que les ARS n'ont pas les moyens de comprendre ce qui se passe dans les EHPAD. C'est vrai qu'elles n'étaient pas dimensionnées pour gérer les crises, plutôt pour gérer des budgets. Et ça va être particulièrement difficile et douloureux par rapport aux EHPAD. Ensuite, les choses vont s'organiser. Je pense que la double tutelle de l'État et des conseils départementaux, parfois, ne va pas faciliter les choses. Et puis parfois, va les arranger parce que, il faut le dire, je me souviens de l'audition de Brigitte Klinkert, qui était alors présidente du conseil départemental du Haut-Rhin. Elle va nous dire que face à le désarroi et le manque d'équipements auxquels il fallait faire face, eh bien, certaines collectivités, alors les départements ou les régions ou les maires, vont parfois aller au-delà de leurs compétences pour venir en aide, notamment aux EHPAD, au secteur du médico-social, et puis tous ces services à domicile qui étaient aussi hors radar, qui n'étaient pas au début de la crise pris en charge. Donc là aussi, il faudra retravailler la question de cette double tutelle qui parfois a compliqué la gestion de la crise. Et puis fort heureusement, je crois que si les départements, si les régions et les communes n'avaient pas été là pour venir en aide au terrain, et notamment à ce secteur médico-social, ce service à domicile qui a été oublié, eh bien, les choses auraient été beaucoup plus graves. Moi, je rends hommage à toutes ces collectivités qui sont sans doute parfois allées au-delà de ce qu'elles devaient faire, mais qui, bien heureusement, ont rendu service et ont permis d'atténuer la crise. Monsieur Jomier. En complément de ce que vient de dire Sylvie Vermeillet, il me semble que quand on analyse le pourquoi de ce délaissement du médico-social, on constate aussi qu'il y a eu un défaut d'abord populationnel de l'épidémie. Je m'explique. Dès le mois de mars, très vite, on a su, les médecins ont compris que les plus âgés étaient beaucoup plus victimes, présentaient des formes graves et que c'était eux qui mouraient en premier. Et malgré tout, ce que Sylvie Vermeillet vient de décrire s'est déroulé, c'est-à-dire une extrême lenteur
à traduire ce constat en actes. Un peu plus tard, au mois d'avril, on a compris qu'il y avait d'autres types de populations qui étaient particulièrement victimes du virus, des populations qui avaient des revenus les plus bas, qui étaient dans les situations sociales les plus précaires, qui étaient dans des conditions de logement les plus mauvaises, que quand on était à 4 dans 50 mètres carrés, on avait dans un quartier densément peuplé, on n'avait plus de risque d'attraper le virus que quand on vivait dans un logement spacieux, etc. Et tout cela, à chaque fois, ne provoque pas la mise en œuvre rapide de mesures populationnelles de lutte contre le virus. Certaines agences régionales de santé ont mis au point, se sont lancées dans, par exemple, du dépistage au plus près des populations. Mais globalement, l'analyse populationnelle et l'abord populationnel de la santé dans notre pays est trop faible. Et c'est constitutif de ce défaut de santé publique qu'encore une fois, nous dénonçons. Et donc, ça s'est traduit de façon dramatique dans les EHPAD par une situation extrêmement mauvaise. Sur la deuxième volet de la question, sur la question budgétaire. Alors, l'hôpital, vous vous en rappelez, était en difficulté. Des mouvements importants de personnel ont eu lieu au cours de l'année 2019 pour indiquer qu'il n'arrivait plus à remplir dans de bonnes conditions les missions que les pouvoirs publics lui avaient assignées. Et les personnels, d'ailleurs, quittaient l'hôpital. Donc, il y avait effectivement, et il y a encore, d'ailleurs, une question budgétaire qui se pose. Mais il ne faudrait pas non plus que l'on pense que la seule réponse, elle est budgétaire, pas plus qu'elle n'est uniquement dans l'organisation. On peut courir après l'organisation la plus parfaite. Il n'empêche qu'à un moment, il y a une décision qui ne s'enclenche pas et que ça fait écho probablement à bien d'autres ressorts. Encore une fois, quand Sylvie Vermeillet racontait le début de la crise, les alertes d'Agnès Buzyn, pour autant, le plan pandémie n'est pas déclenché. Et les arguments qu'on nous a opposés ne sont pas très convaincants à ce sujet. La cellule interministérielle de crise, il faudra attendre le 17 mars. On dit oui, mais il y a quand même des actions qui ont été mises en place avant. Oui, mais ces dispositifs, ils ont un sens. C'est qu'ils entraînent toute une mise en route de l'appareil d'État et d'un certain nombre de process. Et s'en priver, c'était altérer la rapidité et la qualité de la réponse à l'épidémie. Et donc, oui, il y a des questions budgétaires qui se posent. Et nous avons ici au Sénat, d'ailleurs, en 2019 notamment, dit que la baisse du budget de l'Agence nationale de santé publique, nous ne pouvions pas la valider. Parce que dès que l'agence a été créée, année après année, on lui a demandé de rendre des postes. Et on a restreint ses capacités d'action. Donc, on l'a dénoncé, on l'a dit, mais voilà, on était dans, oui, vous avez raison, certainement, une lecture purement budgétaire. Et donc, il faut aussi qu'on comprenne et qu'on se mette à travailler. Et ça sert à ça, une crise. Et c'est ce qui motive, encore une fois, notre travail et notre engagement à tous. C'est que mettre au point une véritable gouvernance de santé publique, au fond, ça ne coûte pas plus cher. Voilà. Mais il faut ça, face à des budgétaires qui ont une vision à court terme, le faire comprendre et partager, et c'est compliqué, parce que ça nécessite du temps, mais c'est rentable, excusez-moi du terme, en termes de santé publique, comme in fine en termes financiers. Madame Deroche. Oui, concernant les établissements pour personnes âgées, vous le verrez dans le rapport, on note que certains établissements privés, mais qui avaient une vision internationale, puisqu'ayant eux-mêmes des établissements à l'étranger, avaient très tôt pris des mesures de protection de leurs résidents, d'isolement, de surveillance des personnels encadrants, ce qui montre bien que certains étaient au courant de ce qui se passait. En France, on a dit d'abord les personnes âgées ont, comme une partie de la population dans le renoncement aux soins, souffert de cette doctrine, entre guillemets, qui disait surtout ne quittez pas votre lieu, n'allez pas voir votre médecin traitant, appelez le 15 si vous êtes vraiment très mal. Et les personnes âgées, on les a aussi
très peu hospitalisés. Les chiffres sont parlants dans le rapport sur une chute des hospitalisations des plus de 75 ans à une certaine période. Et même, il y a des documents prévenant, en effet, les établissements, les directions, qu'ils auraient du mal à hospitaliser les personnes âgées. Donc, ça a été, là encore, toute cette lenteur. On ne peut pas dire qu'il n'y avait pas conscience que quelque chose passait, mais tout s'est fait très, très lentement. Et lorsque le président de la République parlait de guerre, on peut se dire que des soldats qui avancent à ce pas aussi lent ont peu de chances de gagner la bataille. Sur les restrictions budgétaires, Bernard Jomier l'a évoqué, mais Santé publique France, par exemple, les chiffres, c'était, avant la crise, c'est 195 millions d'euros et 586 emplois. Certains vont dire, encore une agence avec plein d'emplois qui coûte très cher. Mais en comparaison, l'Angleterre, qui elle, a plus une culture de santé publique, et c'est ce que l'on met dans notre rapport, c'est même le titre du rapport, c'est 331 millions d'euros et 5500 personnes. Et on a vu au fil des années, en effet, décroître le budget. Et Agnès Buzyn avait reçu un dossier qui lui indiquait que tous les efforts budgétaires qu'on demandait à Santé publique France risquaient de compromettre la réalisation des objectifs stratégiques. Donc, le gouvernement savait bien qu'en réduisant ce qu'étaient les budgets de ces établissements, il y aurait des conséquences. Bon, tant qu'il n'y a rien, ça passe à peu près comme ça inaperçu, mais dans une pandémie de ce type, les conséquences sont dramatiques. Voilà, merci. Avec un constat quand même pour contrarier un peu notre rapporteur, c'est qu'en Angleterre, il y a eu plus de morts qu'en France, au bout du compte. Et pour le reste, je pense en effet, pour compléter les réponses extrêmement bien faites par nos rapporteurs, je ne pense pas, et nous ne pensons pas, que l'hôpital soit la réponse à la crise d'une épidémie. La réponse à la crise d'une épidémie, c'est peut-être l'hygiène, c'est le masque, c'est la distanciation, c'est le lavage des mains. La réponse d'une crise d'épidémie, c'est peut-être par la suite la vaccination, mais ce n'est pas obligatoirement l'hôpital qui ne doit être qu'un terme à une maladie. Monsieur Guarino, de lettre A. Oui, bonjour. J'avais deux questions, s'il vous plaît. La première, vous insistez grandement sur la cacophonie gouvernementale. Et c'est vrai que vous dites que dès le début de la crise, le ministère de la Santé s'est défaussé sur le ministère de l'Intérieur. On a quand même assisté à une séquence avec un départ brutal de Madame Buzyn, remplacée par Olivier Véran. Donc, sur cette cacophonie, première question, est-ce que finalement, aujourd'hui, le poids grandissant du Conseil de défense ne pose pas question? On sent que la polémique est quand même toujours actuelle. Et deuxième question, également plus transversale, l'audition d'Édouard Philippe le 29 octobre dernier était très intéressante puisqu'il est revenu sur comment le politique est informé par le monde scientifique. Et je voulais savoir comment vous avez appréhendé dans vos travaux le rapport du général Lizuret qui avait été commandé par Édouard Philippe et qui a été remis justement à Jean Castex. Et ce rapport, justement, insistait sur la logistique et sur le contrôle continu qui a été effectué tout au long de la crise sanitaire. Merci. Madame de Roche. Sur la cacophonie, elle est évidente. Elle l'a été sur les masques, elle l'a été sur les tests. Et ça, il y a eu à la fois cette cacophonie gouvernementale, mais comme l'a dit le président Milan en introduisant cette conférence de presse, il y a eu une cacophonie aussi scientifique et médicale. Je veux dire, entre des personnes qui disaient blanc, l'autre disait noir, voire la même personne disait un jour blanc, le lendemain noir. Ça n'a pas participé à rassurer les populations et à donner, donc on peut se dire que si déjà les scientifiques, les médecins eux-mêmes sont tellement en décalage, bon c'était un virus nouveau, donc on peut l'entendre, il n'est pas non plus incompréhensible et il peut être excusable que les ministres eux-mêmes n'aient pas un langage très très clair. Il y a eu une cacophonie sur les tests, il y a eu une cacophonie dans plein de domaines. Sur les masques, c'est frappant. Et à chaque fois, le problème qu'il y a, c'est qu'il y a eu un moment une évolution. Mais on a eu l'impression que le gouvernement s'est entêté dans une forme de stratégie. Et à chaque fois, il ne voulait pas en démordre. Et pour se justifier,
donnait en disant mais c'est pas moi. Olivier Véran nous a dit les masques, mais c'est pas moi, c'est l'OMS. Bon, il y a un petit rapport sur l'OMS qui met bien un peu aussi ce qu'ont été les failles de l'Organisation mondiale de la santé. Mais à chaque fois, c'était la faute de l'autre. Et sur les masques, par exemple, un exemple, en 2018, le directeur général de la santé demande à Santé publique France de faire une expérience d'acculturation de la population au port du masque en période grippale. Bon, très bien, ça n'a pas été réalisé, mais très bien, ça faisait partie des missions. Si on veut acculturer une population au port du masque en période grippale ou en période de virus respiratoire, c'est donc bien que le masque a une utilité. Donc pourquoi nous avoir seriné pendant des semaines que le masque ne servait à rien pour finalement en être au point où actuellement toute personne qui se promène dans la rue sans masque, elle prend une amende. Donc à un moment, on sent bien qu'il y a eu une communication qui a été pour pallier. Je pense que ce qui a manqué, c'est un langage de vérité. On aurait pu entendre qu'à un moment, cette épidémie était massive, il fallait équiper de priorités. Mais pourquoi nous avoir raconté des balivernes, tout cela? Donc ça, c'est clair. Bon, Édouard Philippe, c'est vrai, lors de son édition, a évoqué le rapport dont nous n'avions pas eu connaissance, d'ailleurs. Mais Édouard Philippe a essayé aussi d'expliquer comment on lui donnait les éléments, notamment sur le port du masque et autres, d'où l'intérêt d'avoir justement cette instance scientifique qui permettrait de mieux conseiller le gouvernement si une autre pandémie survenait. Sur le rapport, peut-être. Monsieur Jomier. Vous utilisez le terme de cacophonie gouvernementale. Oui, sans doute. C'est pas ce qui nous a le plus marqué et ce que nous rapportons dans notre rapport. Ce qui nous a marqué, ça a été en premier, pour ce qui est du gouvernement, le fait que Agnès Buzyn ait eu très tôt cette intuition qu'il y avait un phénomène épidémique probablement grave qui allait toucher notre pays, et le fait que cette intuition n'ait pas été partagée visiblement par l'ensemble du gouvernement et par le Premier ministre, puisqu'il n'a pas pris des dispositions qu'il aurait pu prendre à ce moment-là. Et ensuite, en fait, très rapidement, passé la convocation du Conseil de ministres le 29 février pour discuter de la pandémie, eh bien, rappelez-vous d'ailleurs, ce 29 février, le même jour, le Premier ministre a, à la surprise générale, demandé à ce Conseil des ministres convoqué pour parler de la pandémie, il lui a demandé l'autorisation d'engager la responsabilité du gouvernement sur la réforme des retraites, c'est-à-dire d'utiliser le 49.3. Et c'est un mélange des genres qui est assez surprenant et qui dit assez bien comment le gouvernement a géré cette crise dans sa première partie. Et d'ailleurs, immédiatement, ensuite, il ne s'est plus réuni, le gouvernement, puisque c'est le Conseil de défense, comme vous l'avez relevé, qui a pris le pas et qui, encore aujourd'hui, semble prendre les décisions. Je dis « semble » parce que c'est à l'issue de réunions de Conseil de défense qu'il y a une communication gouvernementale à chaque fois du Premier ministre qui détermine et conduit la politique de la nation au terme de notre Constitution. Ce n'est pas le Conseil de défense qui détermine et conduit la politique de la nation. Donc, il y a une architecture politique de la gouvernance de crise qui est relativement surprenante. Je ne suis pas constitutionnaliste, mais pour un parlementaire qui contrôle l'exécutif, donc c'est le rôle constitutionnel, il est difficile de remplir sa mission dans de bonnes conditions quand il y a une telle extra-gouvernance qui est mise en place, même si elle reste tout à fait légale. Alors, l'audition d'Édouard Philippe, suite à cette audition, nous avons obtenu communication du rapport du général Lisuré. Nous avons constaté d'ailleurs qu'on avait les mêmes... Le rapport Lisuré rentre beaucoup dans le détail, lui, ce que nous ne faisons pas, avec des préconisations qui sont, on va dire, extrêmement techniques, à un niveau très technique. Donc nous ne sommes pas allés jusqu'à ce niveau-là, mais ça, c'est sa connaissance intime des rouages administratifs, et puis c'était son rôle. Mais sur les problématiques de coordination interministérielle, nous faisons les mêmes constats et des préconisations d'ailleurs qui sont similaires pour le niveau qui est le nôtre. Voilà, par ailleurs, lors de cette audition, Édouard Philippe est resté très
on va dire, humble dans sa présentation, mais étonnamment humble, car effectivement, les responsabilités qui est les siennes, nous avons sans doute là, pour le coup, des analyses peut-être différentes. Nous ne sommes pas allés dans le rapport jusqu'à traiter l'ensemble des questions. Pourquoi le Premier ministre a-t-il ou n'a-t-il pas pris cette décision? La réponse ne nous appartient sans doute pas. Merci. Monsieur François Vignal de Public Sénat, qui n'a pas pu poser sa question tout à l'heure. Oui, bonjour. Vous révélez dans votre rapport que Jérôme Salomon est intervenu et a fait pression pour modifier a posteriori les conclusions d'un rapport d'experts qui aurait contredit sa décision de ne pas renouveler les stocks à la hauteur de ce qui était nécessaire, les stocks de masques. Alors, considérez-vous que ces éléments sont répréhensibles au regard de la loi? Et comptez-vous transmettre ces éléments à la justice ou peut-être demander au bureau du Sénat de le faire? Merci. Merci. Madame Desroches. Écoutez, non, ça n'a pas fait partie des conclusions de la commission d'enquête de vouloir transmettre au bureau du Sénat quelque chose qui devait être transmis à la justice, comme ça a été le cas par exemple pour l'affaire Benalla. En revanche, nous avons souhaité mettre en évidence en effet ces distinctions, je l'ai expliqué tout à l'heure, dans la formulation du rapport, puisqu'une version initiale mettait l'accent sur un stock massif et le directeur général de la santé a fait pression pour modifier les termes du rapport d'experts de façon à avoir une notion de besoin. Tout ça parce que lui avait fait un choix différent, qui était celui d'avoir un stock très faible. Et il s'est dit, si on me besoin, j'ai un stock très faible, et en cas de besoin, je l'augmente. Sauf que là, le besoin n'a pas été... Il a été incapable de satisfaire le besoin, d'abord peut-être par une décision tardive d'achat de masques. Alors, on est sur quelque chose de sémantique, et nous, on a vu cela lorsqu'on a reçu, en effet, les échanges de mails qui nous ont été transmis entre le DGS et entre le directeur de Santé publique France. Ces contradictions, ce qui nous a semblé important, ils sont joints d'ailleurs au rapport, parce qu'on aurait pu nous dire, vous avez interprété des mails, vous avez tronqué des mails. Non, on a donné une extenso ce qu'on a reçu. Nous, on a cette notion qu'il y a eu une modification, que Santé publique France a accédé à la demande du DGS, que le rapport d'experts soit modifié. On a sollicité l'expert en question, qui n'a pas donné de réponse précise sur pourquoi le rapport avait été modifié. Lui reste sur sa notion qu'il fallait en effet un stock. Non, nous ne sommes pas allés jusqu'à vouloir transmettre au bureau du Sénat. Monsieur Jomier. Oui, moi je partage totalement ce que vient de dire Catherine Desroches. Nous touchons là aux limites d'une commission d'enquête, d'autant qu'il y a des procédures judiciaires qui sont en cours et qu'il ne nous appartient pas d'intervenir dans ces procédures judiciaires. Par contre, et ça c'est ce qui est vraiment important, c'est qu'on établit formellement qu'il y a eu intervention du directeur général de la santé sur un rapport d'experts et que contrairement à ce que semble indiquer l'auteur de ce rapport a bien été modifié suite à cette intervention. Et ça, c'est un dysfonctionnement grave du fonctionnement des pouvoirs publics, de l'organisation de notre pays. Et ce dysfonctionnement grave, il était de notre devoir de le dire. Nous faisons encore une fois exercice de vérité, exercice de loyauté vis-à-vis, nous sommes des élus, vis-à-vis des territoires et des populations que nous représentons. Rétablir la confiance passe par ce type d'exercice, mais nous ne sommes pas un tribunal, nous ne sommes pas juges, nous ne sommes pas procureurs et nous ne sommes pas non plus avocats. Nous notons juste que ces informations n'ont pas été portées à notre connaissance par les acteurs que nous avons auditionnés. Ils ne nous l'ont pas dit. Nous avons dû les mettre en lumière à partir des prérogatives d'une commission d'enquête qui est d'obtenir des documents qui ne sont pas nécessairement publiés. Mais comme l'a dit ma collègue Catherine Desroches, nous avons choisi de publier cet échange de mails, notamment, pour pas que nous soit reproché l'idée de faire quelque procès d'intention que ce soit. Nous établissons des faits, nous en avons la preuve, nous les portons à la connaissance du public, et la suite concerne à la fois les dirigeants de notre pays et à la fois, pour ce qui les concerne, le système judiciaire.
Merci. Si j'ai bien compris, il ne s'agit que d'une omission et pas d'un faux témoignage. Monsieur Alexis Cuvelier de BFM. Oui, bonjour. Je voulais vous poser une question sur Agnès Buzyn. Plusieurs de vos observations, celles que vous avez formulées aujourd'hui lors de cette conférence de presse, semblent dire que finalement, la ministre de la Santé avait eu parfois de bons réflexes, notamment sur son intuition à Noël dernier, sur le fait qu'elle avait alerté sur la question des masques, alors même que l'opinion publique a eu un jugement assez sévère sur son rôle dans le début de la crise. Est-ce que vous estimez, avec un recul de pratiquement un an, que finalement la ministre de la Santé a bien fait son travail, ou alors, à l'inverse, qu'elle aurait pu davantage alerter les pouvoirs publics sur l'imminence de la crise? Je vous remercie. Madame de Roche. Oui, l'audition d'Agnès Buzyn était importante pour nous parce que dès le départ de la commission d'enquête, nous avons dit que une des périodes qui nous intéressait, c'était justement celle du tout début de la crise, entre les premiers cas en Chine, la survenue du premier cluster qui a été celui des contamines, et quelle était la connaissance du gouvernement et des pouvoirs publics à ce moment-là. Alors, à la fois, il y avait l'OMS, l'Organisation internationale de la santé, l'Organisation mondiale, qui elle-même formulait des recommandations. Il y a un petit chapitre, vous verrez, dont on est un peu dubitatif sur certaines recommandations du début. Il y a eu aussi du retard à la mise en place d'un plan international. Mais pourquoi la ministre de la Santé, après, dans son interview au Monde, après son échec à la mairie de Paris, c'est elle-même qui a lancé un peu le pavé dans la mare en disant « mais j'avais déjà averti le Premier ministre ». Et lors de l'audition que l'on a eue avec elle, elle en effet, et c'est très très détaillé dans le rapport, parce que nous a vraiment donné toutes les dates, et il n'y a pas les heures, mais toutes les dates jour par jour de ce qu'elle a fait. Il en est ressorti, enfin, à mon avis, qu'elle avait eu en effet conscience de ce qu'il se passait quelque chose, qu'il y avait en effet ce virus qui pouvait être dangereux, qu'elle a alerté. Elle a essayé d'ailleurs de mettre en place un Conseil européen, mais 3 pays seulement ont accédé à la demande d'une réunion au niveau européen des pays membres, ce qui est surprenant d'ailleurs, mais elle ne savait pas nous dire quel pays c'était à l'époque. Mais on a eu ce sentiment qu'elle avait senti que quelque chose se passait, qu'elle avait alerté. Mais d'ailleurs, le cluster des contamines a été plutôt bien géré, mais elle est partie très vite, puisque elle est partie au moment où il y avait très peu de cas en France. Donc c'est là où on s'interroge sur pourquoi est-elle partie. Alors qu'elle sentait que quelque chose se passait. On peut aussi se dire qu'elle n'a pas été assez convaincante dans ses propos pour que le Premier ministre ou le Président de la République prenne des mesures suffisantes. Mais néanmoins, elle a eu la connaissance que quelque chose se passait. Il y a simplement une chose qu'elle nous a dit. Pourquoi a-t-elle dit, par exemple, sur le perron de l'Élysée, qu'il n'y avait peu de risques que le virus arrive en France? C'était une question qu'on a posée à chaque audition. On n'avait jamais la réponse. Elle a fini par nous la donner. Elle a dit, mais parce que je me basais sur des modélisations de l'INSERM. Or, ces modélisations se sont révélées erronées, ont été corrigées quelques jours après. Et c'est bien sur des modélisations erronées de l'INSERM que la ministre dit le virus n'arrivera pas en France. Pourquoi ? Parce que l'INSERM n'avait pas tenu compte des relations étroites entre Wuhan et la France, avec notamment des vols réguliers. Donc, elle a eu conscience, en effet, que quelque chose se passait. Elle a beaucoup parlé du retard de l'OMS dans la déclaration, en effet, de l'urgence sanitaire internationale qui a eu lieu 8 jours après la découverte qu'il y avait une transmission interhumaine du virus. Et puis, elle a déclenché également un plan, le plan Irsan-Remb, le 14 février, la veille de son départ. Donc, à partir du 24 janvier, elle a pris des décisions qui n'allaient pas forcément dans le sens de l'OMS, mais tout ça, ça s'est fait de façon qui ont été très rapidement annihilées puisqu'elle est partie. Madame Vermeillet.
Oui, en complément de ce que Catherine Deroche vient de dire, je crois qu'en effet, au cours de l'audition d'Agnès Buzyn, on a senti qu'elle avait eu cette intuition, elle nous l'a dit le 25 décembre, sur la gravité de ce qui pouvait se passer. Elle nous a détaillé jour après jour vraiment toutes ses actions. Sa réaction quand elle apprend le faible stock de masques, elle remet en commande immédiatement une première commande de 30 millions de masques FFP2 parce qu'elle nous dit qu'elle a bien compris que ce seraient les soignants qui allaient être en difficulté dès le départ. Donc elle essaye de parer au plus urgent, même si elle va nous dire que c'était trop tard. Voilà. Mais elle, dès l'instant où elle a la connaissance de la faiblesse du stock, elle remet en commande et ce sera compliqué. Elle va aussi, par exemple, s'opposer à ce que la France envoie des masques en Chine. Mais elle a été seule, et elle a été seule. On a le sentiment qu'elle a été seule sur beaucoup de points. Comme le dit Catherine, le 25 janvier, et alors qu'elle demande la réunion d'un Conseil des ministres européens, seuls 3 pays sur 27 acceptent. Et elle se sentait peut-être concernée, elle, par la question, mais à l'évidence, elle était quand même relativement seule. Et pour vous dire une phrase qu'elle a dit avec beaucoup d'émotion à la fin de son audition, elle a terminé en disant « Je pense que je n'étais pas en phase avec le pays. C'est d'ailleurs ce qui m'a permis de bien le préparer. » Merci. Voilà. Y a-t-il d'autres questions? Oui. Merci. Et Madame Strosser-Emmanuel de Mairie Info. Oui, bonjour. Bonjour. Deux questions pour revenir sur les établissements médico-sociaux et plus précisément les EHPAD. Est-ce que vous considérez que les données actuelles, sur le bilan en termes humains, comme vous dites, sur les décès est exact aujourd'hui ou il reste sous-estimé par rapport à ce qui s'est passé, à domicile également? Et une autre question plus sur 2 propositions que vous faites. L'une de renforcer les délégations départementales des ARS, précisément sur quoi ou comment. Et la dernière, sur le pouvoir de décision que vous souhaitez garantir aux collectivités dans l'organisation de l'offre des soins. Concrètement, ça passe par quoi? Merci. Qui prend la parole? Madame Deroche. Oui, sur les décès en EHPAD et à domicile, non, on n'a pas la réponse précise du nombre de décès. On sait qu'à un moment, ils ont dû être sous-estimés. Maintenant, on nous donne parfois des exemples de cas où toute personne qui a un Covid est déclarée décédée du Covid, ce qui n'est pas forcément le cas non plus. Non, enfin, on n'a pas les chiffres exacts. Ça viendra, ça va. Il y aura en effet toutes les études statistiques sur les décès qui vont intervenir. Concernant les agences régionales de santé, nous avons souhaité en effet renforcer les délégations départementales, ce qui est vrai surtout dans les grandes régions. Alors ça se fait par un redéploiement de moyens humains ou financiers. Il n'est pas question d'augmenter le budget global, mais bien de dire aux ARS et à l'ARS régionale, donc au siège de l'agence régionale de santé, de déployer ou d'avoir une faculté de déployer assez vite, si le besoin s'en fait sentir, du personnel, des moyens humains, des moyens financiers sur les délégations départementales, parce qu'on a vu que, en effet, dans la gestion de cette crise, ce qui avait été important et ce qui avait plutôt bien marché, c'était quand le préfet de département prenait la main un peu sur l'agence régionale et permettait en effet de réagir au plus près du terrain en relation avec les collectivités territoriales, et que la délégation départementale était à ce moment-là le bon interlocuteur en dessous du directeur régional de la santé. Sur la place des collectivités locales dans l'offre de soins, on n'est pas allé jusqu'à formuler les propositions qui seraient celles d'une réorganisation totale des ARS, sous quelle dépendance, comment on fait. Mais ce qu'on a toujours dit au Sénat, c'est la position constante du Sénat, c'est qu'en effet, la place du président de région doit être plus forte au sein des conseils d'administration des ARS.
et que les collectivités locales aussi doivent avoir un regard sur l'offre de soins sur leur territoire. Elles le font déjà par le biais des contrats locaux de santé que beaucoup de communes signent avec l'ARS pour l'organisation, pas vraiment du soin, mais un peu de la prévention et autres sur son territoire. Mais on n'est pas allé jusqu'à formuler l'organisation complète que l'on souhaite sur les régions et notamment les compétences régionales en matière de santé, même si le Sénat a des idées là-dessus. Pour ajouter à la réflexion de Madame Desroches, il est évident que la proposition de nos rapporteurs ne va pas jusqu'à la suppression des ARS, bien au contraire. Nous souhaitons simplement préciser leur rôle, faire en sorte que leur relation avec les collectivités territoriales soit la meilleure possible, et en particulier avec les régions, et faire en sorte qu'en cas de besoin, et en fonction des besoins des départements, les délégations départementales puissent être augmentées, mais pas obligatoirement augmentées d'une manière constante. C'est-à-dire que les personnels doivent pouvoir se véhiculer d'un département à l'autre en fonction des besoins des uns et des autres. Et pour ce qui est des EHPAD, là je vais un petit peu au-delà de ce qui était proposé par le rapport. Enfin, pour ce qui est des EHPAD, nous constatons qu'il y a évidemment trop d'intervenants dans les EHPAD, entre les familles, les personnes âgées, les départements et les ARS, et qu'il faut une meilleure coordination d'ensemble et peut-être moins d'intervenants dans la gestion de ces établissements. Madame Marie-Christine Renaud du Figaro. Oui, bonjour, je reviens sur Agnès Buzyn. Madame Vermeillet, vous avez dit que le changement de ministre de la Santé pouvait a posteriori être fortement discuté. Alors, on a eu l'impression que le passage de témoin se faisait bien avec Olivier Véran, tout de suite opérationnel, mais est-ce que vous estimez que le changement de ministre au milieu du gué a affaibli la réponse? Monsieur Jomier. C'est une bonne question, mais... Merci de l'avoir posée. Voilà, merci. Merci pour votre question. Nous disons dans notre rapport très clairement notre incompréhension vis-à-vis du départ d'Agnès Buzyn. Écoutez, quand il y a une telle crise qui arrive, que vous êtes ministre de la Santé, que vous avez eu la capacité de comprendre que cette crise arrivait, ce qui nécessitait quand même des qualités qu'avait Agnès Buzyn, et que vous quittez, alors que vous savez que la tempête arrive, la barre du navire, expliquez-moi pourquoi. Enfin, soit c'est que vous estimez que, en fait, vos alertes ne sont pas relayées suffisamment, et donc il y a quelque chose qui se passe entre la ministre de la Santé et le reste du gouvernement et sa tutelle, si je puis dire. Mais là, on entre dans une appréciation. Nous laissons les analystes politiques faire leur analyse en la matière. La transmission avec Olivier Véran a pu se passer dans de bonnes conditions. Ce n'est pas ce qui est en cause. Mais il nous semble tout de même que le changement à la tête du ministère de la Santé a été préjudiciable à l'articulation entre la période janvier et après la mise en route, encore une fois, de l'appareil d'État. C'est quand même flagrant de constater, vous reprenez la question, vous regardez la chronologie des commandes de masques. Donc, Agnès Buzyn a la conviction vers le 24 janvier de mémoire que non seulement il s'agit d'une maladie respiratoire à transmission interhumaine, donc du virus, mais donc dans ce cadre-là, le masque peut avoir une utilité, comme les pays d'Asie l'ont compris depuis longtemps. Et puis les commandes ne se déclenchent pas. Et elle quitte mi-février le ministère, et il faudra attendre pour qu'il y ait la première commande significative. Je ne parle pas de la commande du 30 janvier d'environ 1 million de masques, qui est une commande très faible en volume, mais il faudra attendre la fin du mois de février, donc 10 jours après l'arrivée d'Olivier Véran. Or, quand on est dans une période comme ça, les jours comptent, les semaines comptent. L'audition qu'on a fait des pays d'Asie, les Taïwanais nous ont dit, nous on a compris début janvier, et immédiatement on allait acheter des machines pour faire des tests sur le marché. Voilà. Et nous, quand on est arrivé plus tard, des semaines après, il n'y en avait plus. Et là, et comme on le dit dans notre rapport, le gouvernement s'est mobilisé fortement. Il faut lui en donner acte pour essayer de trouver à ce moment-là des masques et ce qu'il fallait. Mais c'était trop tard.
Donc, chaque jour compte, les semaines encore plus. Dire que le changement à la tête du ministère de la Santé n'a pas eu d'impact, c'est, à mon avis, plutôt une vue de l'esprit. Merci. Monsieur Vignal souhaite à nouveau poser une question. Pas la même, j'espère. Non, pas la même. Je voulais savoir si au cours de vos travaux, vous aviez pu faire l'objet de pression d'une manière ou d'une autre voilà, sur votre commission d'enquête. Et une deuxième question, vous dites qu'Agnès Buzyn n'avait pas été mise au courant de la décision de Jérôme Salomon de ne pas renouveler le stock de masques ou de faire simplement une faible commande. C'est ce qu'elle a affirmé, je crois, lors de son audition. Mais qu'est-ce qui vous permet de réellement le certifier qu'elle n'ait pas pu être mise au courant à aucun moment? Alors, sur les pressions, non, aucune. Non, enfin, personnellement, non, mais mes collègues, je ne pense pas non plus, sinon on l'aurait évoqué. Sur Agnès Buzyn, le directeur général de la Santé a lui-même reconnu qu'il n'avait pas alerté le ministère, ni le cabinet, ni la ministre. La ministre nous a dit non plus qu'il n'avait pas été alerté, mais après, c'est tout ce qu'on peut vous dire. Hein. Nous ne savons pas ce qui s'est réellement passé. Mais en effet, l'un comme l'autre ont déclaré que c'était ainsi que ça s'était passé. Voilà, aucune pression en effet. Plus de questions? Écoutez, mesdames, messieurs, je tiens à vous remercier pour votre présence, pour les questions que vous avez posées, et à vous dire que désormais le rapport est consultable sur le site internet du Sénat, qui est sans chauvinisme, c'est de très loin le meilleur qui a pu être fait cette année sur cette crise du Covid. Merci aux rapporteurs et merci à ceux qui ont travaillé à leur côté.